Bonjour Agnès Véroust, je suis ravie de t'accueillir. Ça se prononce bien comme ça, ton nom de famille? Ça se prononce bien comme ça, oui, bonjour. Bonjour. Bon, bah parfait. Voilà, donc je te laisse te présenter, nous raconter ton histoire un petit peu professionnelle, s'il te plaît. Vas-y. Professionnelle. Alors, c'est une très longue histoire, donc je vais euh, la faire courte. Mais c'est quand même important de la prendre dès le début parce que donc je suis psychologue clinicienne. Parmi d'autres spécialités, sexologue, mais je fais aussi donc de l'hypnose, de la thérapie familiale. Je reçois des enfants, je reçois des mamans et leurs bébés, des femmes Super. enceintes. Donc Ouais. je travaille aussi en périnatalité. Alors, j'imagine que tu as une Exclusivement longue en libéral. carrière exclusivement en libéral. Depuis combien d'années tu exerces alors? Parce que si tu Alors sais faire chacune autant de de ces choses. c'est variable, mais je suis en libéral depuis 2005. D'accord, donc une belle expérience, une belle carrière, beaucoup de savoir-faire différents. Et aujourd'hui, alors, de quoi vas-tu nous parler? Donc, je voulais quand même un peu dire comment j'étais arrivée là parce que c'est important tout mon parcours. Allez, raconte-nous ton parcours. J'ai tenté médecine, je me suis retrouvée institutrice. Étant institutrice, je me suis dit je ne veux pas faire ça toute ma vie, mais bon, en attendant, je m'inscris en psycho en sachant qu'il n'y a pas de débouché. Parce que c'était le loisir le plus économique que je connaisse et qui me prenait vraiment beaucoup de temps puisque j'allais à la fac tous les soirs et que ça ne me coûtait rien puisque j'étais à l'époque, les enseignants ne payaient pas les frais d'inscription. D'accord, Voilà, donc c'est un peu pour ça que j'ai choisi la psycho parce que je savais que ça ne me demanderait pas énormément de travail aussi. C'était d'accord. vraiment un loisir. Mais c'était un loisir, donc tu avais quand même une certaine passion pour ça. Tu n'avais peut-être pas une vocation, mais tu aimais Une, ça quand même. une passion, non, non pas, mais bon, ça m'intéressait sans plus. Ah bon, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est Et passé puis, ensuite? bon, et puis j'ai quitté l'éducation nationale, j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé j'ai fait du secrétariat en intérim, j'ai travaillé dans l'édition, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale. Waouh. Et puis, bon, arrivée vers la quarantaine, je me suis dit, j'en ai marre des petits boulots. J'en ai marre de travailler en fait, et puisque à l'époque on avait encore droit à 3 ans de formation payée par les ACDIC, D'accord. je termine mes études de psycho que j'avais laissé tomber entre temps. Je D'accord. termine mes études de psycho et après on verra. Mais je ne veux plus faire de secrétariat. D'accord, d'accord. Donc, Intéressant. j'ai terminé mes études de psycho et j'ai travaillé en, dans un service de placement familial. D'accord. Tout d'abord, j'ai fait ma maîtrise dans un service qui recevait des enfants sourds polyhandicapés. Ah oui. Dans cette démarche-là, je me suis dit, euh, je m'intéresse à la relation du bébé sourd avec sa mère. Mais pour m'intéresser à la relation du bébé sourd avec sa mère, il faudrait déjà que je m'intéresse au bébé entendant avec sa mère. Donc j'ai fait un DU de périnatalité. D'accord. Et puis, bon, j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans un service de placement familial. Je me suis dit, il faut que je fasse une formation pour mieux connaître les enfants. Alors j'ai fait un autre DU de psychothérapie du bébé, de l'enfant et de l'adolescent. Et puis, j'ai quitté le service de placement familial, je me suis installée en libéral, et j'ai commencé à recevoir des couples. Et je me suis dit, ben, là, ce que je sais, ça ne me suffit pas. Il faut que je vais faire une formation en hypnose et je vais faire une formation en sexologie. Parce que si on parle de couple, il faut bien parler de sexualité.
D'accord, donc tu t'es adapté finalement à ta clientèle. C'est C'est venu à toi finalement. c'est venu à moi, oui. D'accord, d'accord. Intéressant. Voilà. Ok. Et bon, j'ai fait mon DIU de sexologie à Paris 5, René Descartes, et puis je voulais le continuer par une thèse, et c'est trop compliqué de trouver un directeur de thèse qui soit dans mes options cliniques. Donc, je me suis inscrite en sexocorporel, qui est une forme de sexothérapie. D'accord. Tu pourrais nous en dire plus là-dessus? Voilà, c'est pour ça que je voulais en arriver là. Ah, super, allez, on a hâte de Alors, savoir. le sexocorporel, c'est une thérapie de la sexualité, mais pas tout à fait que, puisque on considère la personne dans son ensemble. C'est une thérapie très intégrative qui appartient au TCC, enfin qui est reconnue comme une TCC au Québec. Thérapie cognitive et comportementale, oui. C'est ça. Et donc c'est très intégratif. On s'intéresse au corps tout entier. On s'intéresse à la posture, on s'intéresse à la séduction, on s'intéresse évidemment au périnée, on s'intéresse à la respiration, et donc on s'intéresse aussi aux troubles du comportement alimentaire ou à l'humeur, je veux dire, aux émotions, à la colère, à la gestion de la colère et à la gestion de la relation amoureuse. Donc c'est vraiment global. On prend C'est la vraiment personne global. dans son ensemble, on la prend pas comme une pathologie, on la prend comme une pathologie ou un Voilà. problème. La personne est une personne. Et finalement, au Québec, c'est vrai qu'ils sont très en avance hein, là-dessus. Oui. Génial, donc très intéressant. Donc effectivement, tout est lié, j'ai l'impression. Tout est lié, oui. Et même mes études de chinois sont liées. Ah oui, bah, oui, pourquoi pas. Après tout, raconte-nous en plus alors. À Bon. qui s'adresse ta pratique finalement dans ce domaine très précis? Alors, la pratique en sexocorporel, en réalité, je m'en sers quasiment dans toutes les thérapies, puisque presque dans toutes les thérapies, je vais m'intéresser et je suis formée pour regarder la posture, tenir compte de la respiration, et je vais m'intéresser à tout ça dans toutes les thérapies. D'accord, Donc, et puisque c'est particulièrement, intégratif. évidemment, puisque en sexologie, quand on s'intéresse aux troubles sexuels proprement dit, je veux dire, pour les hommes, ça pourrait être éjaculation prématurée, ça pourrait être les pannes, ça pourrait être éventuellement les addictions. Eh oui, les pannes sexuelles et les addictions sexuelles, oui. Oui, Il y a aussi les addictions alors à la pornographie aussi, par exemple. Hein, addiction à la pornographie, oui, et tout à puis fait. aussi au passage à l'acte, enfin comme une nymphomanie, mais enfin, moi Éventuellement, j'y oui, connais rien, mais l'addiction. d'accord. Ok. Et pour les femmes Et alors? pour les femmes, on va être davantage sur bah, les, les, les douleurs pendant les rapports sexuels, éventuellement le vaginisme, Donc c'est la contraction l'absence de douloureuse. plaisir, Oui. l'anorgasmie. Anorgasmie, Alors, pas ça, d'orgasme, la contraction c'est du vagin qui fait qu'il y a une douleur lors des rapports, c'est ça? les dyspareunies, oui, Dyspareunie, c'est voilà, une cherchez le douleur terme. pendant les rapports. Dyspareunie. Mm. Le vaginisme, c'est une contraction involontaire du vagin qui rend toute pénétration impossible. D'accord. Donc ça peut être suite à des traumas, par exemple, ou alors Alors, simple, ça des peut choses être suite à des traumas, mais c'est très souvent primaire. inconscientes. Tu utilises l'hypnose, par exemple, pour le vaginisme? Je peux utiliser l'hypnose, oui, Ouais, ça ne m'étonne pas. mais plutôt dans un but de relaxation, D'accord. d'envisager le rapport sexuel de façon détendue Donc c'est et comme une préparation dans mentale. l'anticipation d'un acte sexuel agréable.
D'accord, donc tu remets en condition, tu reprojettes la personne dans un acte, mais qui se passerait différemment, avec des sensations Voilà, plus agréables. ça Est-ce que serait tu fais des différent. régressions? Est-ce que tu cherches à explorer le passé pour connaître un Alors, petit peu les causes ou on s'intéresse ou c'est bon, d'ici et maintenant? Puisque c'est de la TCC, donc je fais quelquefois des régressions en âge, mais c'est très très rare. d'accord. Pour moi, c'est pas une pratique euh, recommandable. Hmm. Ça peut plutôt Parce que envenimer les ça peut, choses, hein, ça peut vraiment enraciner, créer. ancrer des... D'accord. Parce que Donc, les TCC, on est plus dans l'ici et maintenant, non? oui, Oui. quand vraiment je veux créer un faux souvenir volontairement, qu'il soit un bon souvenir, je peux l'utiliser. Mais Plutôt pour des ancrages positifs, alors très bien. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de consulter pour revivre des choses traumatisantes ou quoi que ce soit. absolument. Donc toi, vraiment, tu proposes plutôt quelque chose d'assez relaxant, de l'hypnothérapie, c'est vraiment des voyages agréables. Et puis finalement, tu proposes un peu de psychologie positive, hein, j'imagine, enfin des choses... enfin, qui sont pas de l'ordre vraiment d'un vécu traumatique qu'on revivrait comme ça. Ça fait pas partie de ça. Ton approche, elle est plutôt agréable finalement. Quand on vient te voir, on va plutôt faire résurger des ancrages positifs. C'est ça? C'est quoi C'est ça. l'avantage? Ouais. Alors, bien sûr, euh, s'il y a des traumatismes, bon, c'est important d'en parler, mais trop en parler va les ancrer. Et oui, Donc, je pense qu'il faut davantage ancrer dans le positif, surtout en super. matière de sexualité, euh, où, après tout, si on ne fait pas ça pour le plaisir, c'est pas la peine. Et oui. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir peur de venir consulter Agnès parce que Il ne faut Agnès, surtout pas avoir peur de se consulter. voilà, va vous aider vraiment à retrouver des belles sensations. Parce que finalement, la sexualité, c'est important. En quoi c'est important dans la vie? Qu'est-ce que ça représente pour l'être humain? C'est quand même une formidable manière de vivre aussi sa vie d'être humain. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eh bien, alors, je ne sais pas si c'est important pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui ce n'est pas important. D'accord, Ils ont le droit. d'accord. Euh, Maintenant, chez tous les mammifères, le but de la sexualité, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on raconte souvent, la reproduction, Oui, c'est le plaisir, c'est la recherche de plaisir. La recherche de la sexualité est ancrée dans la recherche de plaisir. Il n'y a pas de zone dans le cerveau oui. qui soit liée à la sexualité reproductive. D'accord, même chez les autres mammifères. Même chez les autres mammifères, Monsieur Rat ne dit pas à Madame Rat, ma chérie, allons fonder une famille. Bah, tu vois, tu m'apprends quelque chose parce que ce sont des idées reçues, hein, je pense, Ce sont des hein. idées Ouais, reçues. d'accord, La motivation de la sexualité, c'est la recherche du plaisir chez d'accord. tous les mammifères. Très intéressant. Pour Ok. les autres, c'est un peu difficile de savoir. Oui. Mais étant donné le temps qui s'écoule entre le rapport sexuel et les premiers signes de la grossesse chez tous les mammifères, il est impossible que les rats, par exemple, aient une conscience du lien entre les deux Hmm, choses. d'accord. Ça a été prouvé scientifiquement C'est aussi. prouvé scientifiquement. D'accord. Ok. Donc, cette recherche du plaisir-là, est-ce que ça n'apporterait pas un bien-être global? Parce qu'on parle de choses intégratives globales. Le Absolument, plaisir, ça agit sur aussi le moral, j'imagine. absolument. Ça apporte un bien-être global. Alors, au niveau, on l'explique par les neurotransmetteurs qui sont activés euh, et des zones du cerveau qui sont activées par la sexualité. On a la dopamine, enfin pour Les les thérapies, endorphines. au niveau du cerveau, ce qui est euh, activé par la sexualité, on a les endorphines, la sérotonine, l'ocytocine, enfin tout un tas De molécules finalement, du de bonheur, molécules du qui sont liées au bien-être, plaisir.
Attention à la dopamine pour les addictions quand même. Exactement, c'est pour ça qu'il y a des... Alors, Et c'est un oui. peu contesté, mais qu'il peut y avoir des addictions à la sexualité. Bon, en tout Et il y a des cas, addictions aussi à l'état amoureux. ah oui, 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 il y a l'érotomanie aussi. Bon, mais Alors, toi, l'érotomanie, c'est autre chose. ah, c'est encore autre chose, ah bah, tu vois. Mais toi, quand tu considères une personne, j'imagine que tu lui mets pas une étiquette comme ça, nymphomane, érotomane, Absolument pas. hein? Bon. Toi, comment tu vois les gens alors qui viennent te voir? Tu les vois, tu préfères qu'ils viennent en couple, tu préfères qu'ils viennent tout seuls, tu les vois séparément quand ils viennent consulter en couple, tu leur proposes des consultations des fois séparément. Comment ça fonctionne? Il y a combien de séances en sexothérapie? Eh bien, comme tu le sais sans doute, tous les gens ne sont pas en couple. Et c'est pas Bien parce qu'on n'est sûr. pas en couple qu'on n'a pas des problèmes sexuels. Ah oui, alors ça, je suis complètement... Et il y en a même pour qui ne pas être en couple est un problème. bien sûr. Il y en a pour qui être en couple est un problème aussi. Aussi, il y a de tout. Alors, comment tu Donc, fais avec tout ce beau monde? comment je fais Eh bien, quand ils prennent rendez-vous, et quand ils prennent rendez-vous au téléphone et pas par Doctolib, je leur demande s'ils sont en couple. D'accord. S'ils sont en couple, je leur explique que le premier rendez-vous, je préfère qu'ils viennent à deux. D'accord. Parce que, quand même, un problème sexuel dans un couple est toujours un problème de couple. On ne peut pas dire Relationnel. que c'est le problème de l'un ou de l'autre. Un homme ou une femme qui n'a pas de désir, c'est aussi le problème de son partenaire ou de sa partenaire. Tout à fait. Une femme qui fait du vaginisme, qui souffre de vaginisme, c'est aussi le problème de son partenaire. Donc c'est très très important que j'explique aussi le trouble à l'autre, dans un cas comme ça. Quand c'est un trouble du désir, s'il n'était pas en couple, il n'aurait pas de problème de désir. Ne pas avoir de désir quand on est célibataire, on n'en souffre pas. Mais non. Quand on est en couple, c'est plus compliqué dans la gestion Relationnel. par rapport à la relation avec l'autre. Bien sûr. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Ok. Donc, si c'est possible, je leur demande de venir en couple. Évidemment, si ce n'est pas possible, ils viennent tout seuls. Puis quelquefois, c'est très très difficile de faire venir le partenaire. D'accord. Ou dans des relations qui sont trop récentes, on ne peut pas. Bien sûr. Et puis c'est assez intime, donc j'imagine que après tout, ça se passe très bien quand la personne vient seule, et puis qu'après, tu lui donnes des clés peut-être pour communiquer mieux avec son partenaire ou Bien sûr, on hein? travaille aussi beaucoup la communication. D'accord. Et puis la connaissance de soi, c'est intéressant, mais j'imagine que tu fais travailler la connaissance de son corps aussi. Il y a beaucoup de travail sur les sensations, non? Comment ça se passe? Alors, la connaissance de soi, elle se fait à travers une méthodologie en sexo-corporel, qui est un bilan, qui comporte beaucoup de questions sur son vécu sexuel et qui se fait en plusieurs séances. D'accord. Mais chaque séance va plutôt donner des pistes d'exploration. Moi, ça m'intéresse pour faire mon diagnostic, entre guillemets. D'accord. Et ça sert aussi à la personne qui est en face de moi à se dire, ah oui, je fais comme ça d'habitude, mais peut-être que si j'explorais autrement, autre chose, si j'explore ma respiration dans la sexualité, si j'explore mon périnée, si j'explore des caresses autres, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait? Donc, toi, tu les reçois 3/4 d'heure? Comment ça se passe? Alors, je les reçois 3/4 d'heure. Et puis après, il y a un travail interséance inconscient. Pendant les premières séances, je fais le bilan. Et en D'accord. général, à la fin du bilan, on a quasiment terminé la thérapie. Et du coup, c'est en combien de séances en général? Il y a un nombre particulier ou ça dépend des gens? Ça dépend des gens. C'est difficile à dire. Tu les vois toutes les semaines ou tu laisses passer une interséance un peu Pas plus du longue? tout.
que comme il y a des explorations à faire à la maison, évidemment, les explorations, elles ne se font pas ici. Hein. Bah oui, c'est un peu gênant. Ça Il y a des pourrait, gens qui cela dit, font, mais bon. Ok. alors, évidemment, la respiration, on peut la travailler ici, mais pour ancrer un comportement, il faut quand même le répéter. Et donc, pour laisser le temps aux gens de faire un certain travail sur eux-mêmes entre deux séances, les séances, elles sont espacées au minimum de 3 semaines. Oui, parce que donc les thérapies cognitives et comportementales et corporelles, hein, là ça se TCCC, là finalement on sait qu'effectivement il faut des prescriptions de tâches un peu interséances, hein, c'est ce dont tu parlais. Donc certes le travail il se fait en 3/4 d'heure, mais après il continue. Et entre deux séances, vous avez certainement plein de petites actions à réaliser, en tout cas que Agnès pourra vous proposer. Parce que finalement, il faut ancrer un comportement. Donc, ça implique qu'il y ait de l'action. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de thérapie, c'est que c'est assez moderne. Hein. Voilà, on ne va pas parler de son enfance trop longtemps, j'imagine. C'est ça où je me trompe, Agnès? Qu'est-ce que tu as? Alors, on en parle aussi. Alors, dans les sexothérapies en particulier, c'est les croyances qu'on peut avoir, éventuellement les fausses croyances, l'attitude générale, les connaissances qu'on a sur la sexualité sont très très importantes. L'éducation qu'on a reçue, les premières expériences sexuelles sont très importantes, parce qu'elles ont en quelque sorte formaté le comportement. Et que la sexothérapie, ça va être de déformater ce comportement pour Se libérer pour libérer d'autres pratiques. Eh oui. Donc, changer sa vision du monde finalement sur ce qu'on a déjà appris et puis Oui. Finalement se libérer d'un carcan qui nous fait croire que on a plein de croyances qui nous enferment dans quelque chose, alors que là, tu vas ouvrir le champ des possibles en ouvrant le regard des personnes qui viennent te voir sur un autre rapport à la sexualité que ce qu'ils croyaient connaître finalement. Donc, c'est vraiment un nouvel apprentissage. Ça peut être très enrichissant et ça peut changer une vie, j'imagine. Hein. Tout à fait. Ouais. C'est magnifique tout ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Donc, tu consultes uniquement au cabinet. Tu travailles à Paris 18e ou est-ce que tu consultes en visio aussi? Comment tu Alors, peux te contacter? comme il y a quand même tout ce travail sur le corps, en visio, c'est vraiment pas pratique. D'accord. Donc, il faut venir. Moi j'ai besoin de pouvoir regarder comment les gens respirent, comment ils bougent. En visio, quand on est chacun assis en face de... on ne bouge pas, on ne marche pas. Eh oui, eh oui. Donc, Et la respiration, elle est quasiment imperceptible. d'accord. Donc, on te trouve finalement dans le 18e à Paris, Alors, je sur suis Doctolib. 65 rue Lamarck, dans le 18e. D'accord. Je mettrai tout ça en description. Et Je voilà. Et je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as des choses à rajouter finalement et de quoi on pourrait parler la prochaine fois, alors à la prochaine interview? Parce que Alors, tu es aussi spécialisée dans d'autres choses. les choses à rajouter, c'est que en sexothérapie, on va aussi s'intéresser à toutes les problématiques de couple, comme les problèmes de communication, les problèmes de colère, de dispute. Tout ce qui est émotionnel, tout Et ce qui est que relationnel. c'est vraiment très très important aussi de savoir communiquer en couple, de savoir régler un conflit, pas l'éviter. Les conflits sont inévitables, mais il ne faut pas trop attendre dans ces domaines-là. D'ailleurs, dans aucun domaine en sexologie, plus on attend, plus on prend des mauvaises habitudes. Et plus elle s'ancre. Et plus elles s'ancrent.
Donc, ce qui est important, c'est que dès que vous sentez le besoin en tout cas, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le couple, dans la sexualité, qu'il y a un problème, il faut prendre les choses rapidement. Et du coup, les séances seront moins longues, j'imagine, hein. Plus on prend les choses, voilà, en prévention comme ça, plus on se prémunit de choses qui vont s'ancrer dans le futur et qui vont être de plus en plus difficiles à se défaire. Donc, il vaut mieux, par précaution, intervenir rapidement dès qu'il y a quelque chose, une problématique qui se présente. Mon plus jeune patient avait 16 ans. J'ai été obligée de demander une lettre de ses parents pour l'autoriser à venir. Et alors, bien sûr, il faut intervenir le plus tôt possible, mais il n'est jamais trop tard. Non plus, voilà, il n'est jamais non plus trop tard. On a le droit aussi d'avoir une vie harmonieuse, de couple sexuel ou de soi-même, ou voilà. En tout cas, vraiment, ta pratique s'adresse à tout le monde, quelle que soit leur préférence sexuelle, quel que soit leur statut, quel que soit leur matrimonial ou pas, ou célibataire ou peu importe. Même les jeunes mineurs peuvent venir. Moi, c'est vrai que j'ai déjà reçu en tant qu'hypnothérapeute quelqu'un, donc un jeune qui était addict à la pornographie. Donc, je confirme aussi que voilà, on peut très bien. Alors, toi, en plus, tu es spécialisée, tu es psychologue pour enfants. Ça, on pourra en parler dans une prochaine interview. Si ça te fait plaisir, si ça te dit. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment... je te remercie beaucoup pour ce partage d'expérience, pour ces explications. J'ai appris pas mal de choses. Et puis voilà, autre chose à rajouter pour aujourd'hui ou c'est bon? Je crois que c'est bon. On a dit pas mal de choses déjà. Donc, venez découvrir Agnès dans son beau cabinet du 18e. Et vraiment, surtout, la sexualité, le plaisir, c'est bon pour la santé. Voilà. Tu es d'accord? Oui. Allez, à bientôt.